Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité lève les yeux vers la voûte céleste pour y chercher des réponses. Nos ancêtres ont bâti des pyramides colossales alignées sur des constellations lointaines. Ils ont érigé des temples de pierre titanesques et gravé dans le roc les exploits d'êtres tout-puissants, descendus du ciel dans des chariots de feu et des navires de lumière. Pendant des millénaires, la science a relégué ces récits au rang de folklore, classant ces entités comme de simples allégories inventées par des peuples primitifs pour expliquer les forces de la nature. Mais posons-nous une simple question. Et si les dieux, les monstres et les légendes de notre Antiquité existaient vraiment? C'est le postulat vertigineux de la théorie des anciens astronautes, une théorie qui, dans cet univers, n'a rien d'un mythe. L'histoire de notre espèce a en réalité été modelée par des dieux venus du ciel. Derrière les masques d'or des pharaons se cachaient des parasites interstellaires mégalomanes. Derrière les figures bienveillantes du panthéon nordique veillaient des protecteurs à l'intellect insondable, luttant contre leur propre extinction. Et à l'origine de tout, une race de bâtisseurs cosmiques, disparue depuis des millions d'années, a laissé derrière elle l'artefact qui allait redéfinir la place de la Terre dans le cosmos. L'Astria Porta, l'anneau des dieux, la porte des étoiles. Ceci n'est pas seulement l'histoire de la Terre, c'est l'histoire d'un empire s'étendant sur de multiples galaxies. Du grand schisme des tout premiers créateurs jusqu'au crépuscule sanglant des faux dieux, bienvenue dans cet épisode de Fixiogonie, consacré à Stargate. Notre histoire commence bien loin de la Terre, à une époque où notre propre monde, bien que déjà formé, n'abritait encore aucune trace d'humanité. Il y a plus de 50 millions d'années, dans une lointaine galaxie se trouve la planète Célestis. C'est sur ce monde que s'éveille la toute première itération de l'espèce humaine. Pendant des millénaires, cette civilisation primordiale connaît un développement technologique, intellectuel et cognitif fulgurant. Ces précurseurs atteignent un niveau de conscience qui les place au sommet de l'évolution. Ils sont à l'aube de percer les secrets ultimes de l'univers. Mais ce pic civilisationnel va engendrer la plus grande tragédie de leur histoire. Une fracture idéologique insondable, d'abord philosophique puis politique, scinde ce peuple en deux factions irréconciliables. D'un côté, ceux qui se nomment les Alteranes. Ils prônent la méthode empirique, la logique, la science, et par-dessus tout le libre arbitre. Pour eux, le cosmos est un vaste mystère physique qu'il faut explorer et comprendre, sans jamais dicter ni contraindre le destin d'autrui. L'évolution passe par la connaissance. De l'autre se dressent les Ori, fascinés par l'étendue de leurs propres capacités intellectuelles et mentales. Ils développent un dogme spirituel d'une rigidité absolue. La démarche scientifique s'efface au profit du mysticisme. Ils exigent de leur père une foi inébranlable et une adoration aveugle. Pour les Ori, détenir un pouvoir quasi divin exige la soumission totale de ceux qui ne le possèdent pas. Ce qui débute comme un simple débat d'idées se transforme rapidement en une inquisition meurtrière. Le fanatisme religieux des Ori se propage comme une épidémie. Refusant la moindre dissidence intellectuelle, ils désignent les Alteranes comme des hérétiques, menaçant l'ordre spirituel cosmique. La persécution commence. Les Alteranes sont acculés. Ils possèdent pourtant le génie technologique pour remporter cette guerre. L'un de leurs plus brillants inventeurs, Amélius, a même conçu un artefact capable de forcer les Ori à voir la réalité physique de l'univers, brisant leur fanatisme. L'Arche de vérité. Mais utiliser une arme altérant l'esprit reviendrait à détruire le libre arbitre de leurs ennemis. Fidèles à leurs principes pacifiques et à leur éthique absolue, le Conseil Alteran refuse de l'activer. Ils préfèrent tout perdre plutôt que de se renier. Ils prennent alors la décision la plus radicale de leur histoire, l'exil. Dans le plus grand secret, au cœur d'une montagne isolée, une région que les Ori maudiront plus tard sous le nom d'Ortus Malum, les Alteranes construisent un vaisseau spatial aux proportions colossales. Rassemblant leurs archives,
leurs esprits les plus brillants et l'essence même de leur culture, ils décollent. Juste avant l'envol, Amélius emporte avec lui un simple carnet contenant l'esquisse de son prochain grand projet, un anneau de transport interstellaire. Ils abandonnent Célestis, abandonnent leur galaxie natale, et s'enfoncent dans l'abîme insondable du vide intergalactique, fuyant la menace d'une extermination certaine. Le grand schisme est consommé, cet exode vertigineux marque la fin de la première humanité unifiée, et le commencement d'un voyage désespéré, qui redessinera à jamais le visage de notre propre Voie lactée. Après un exode insoutenable à travers les immensités glacées du vide intergalactique, le vaisseau générationnel des Altéranes atteint enfin un nouveau havre. Il y a environ 50 millions d'années, ils pénètrent dans la Voie lactée. Leur regard se pose sur une petite planète bleue, riche en ressources et parfaite pour abriter la vie. Ils la nomment Avalon. Ce monde, que nous appelons la Terre aujourd'hui, devient le berceau de leur renaissance. Libérés de la menace des Ori, les Altéranes entament la reconstruction de leur civilisation. Les carnets de croquis d'Amélius ne restent pas de simples concepts. L'ingénierie altérane donne naissance à une merveille technologique qui va redéfinir la géographie cosmique. Ils construisent le premier anneau de transport. L'Astria Porta, la première porte des étoiles, s'active. L'ambition de ces bâtisseurs ne s'arrête pas à leur propre système solaire. Pour relier les mondes et percer le mystère de la création, ils conçoivent une flotte de vaisseaux automatisés, des poseurs de portes. Ces immenses usines volantes sont envoyées aux confins du cosmos pour fabriquer et déposer des portes des étoiles sur les planètes habitables. À cette époque, les Altéranes lancent également un vaisseau d'exploration titanesque, le Destiné. Ce navire n'a pas pour seul but la cartographie, il poursuit une quête scientifique ultime de ce peuple. Traquer un signal mathématique complexe caché dans le fond diffus cosmologique. Une anomalie prouvant qu'une intelligence était à l'œuvre lors du Big Bang. Plutôt que d'inventer des dieux comme les Ori, les Altéranes construisent une machine pour trouver l'architecte de l'univers. Maintenant forts de ce maillage de transport instantané, ils s'étendent rapidement dans la Voie lactée et fondent des colonies majestueuses, comme Proclarouche Taonas, Visuban ou encore Dakara. C'est précisément sur Dakara qu'ils accomplissent leur œuvre la plus divine. Ils y érigent une installation aux proportions démesurées. Cette structure abrite une machine colossale, non pas conçue pour détruire, mais pour créer. Cet instrument de genèse est capable de réduire la matière à son état moléculaire fondamental, pour ensuite la réassembler, semant ainsi les briques élémentaires de la vie à l'échelle d'une galaxie tout entière. Grâce à la machine de Dakara, les mondes stériles s'éveillent, l'évolution est dirigée, catalysée par la science. Au cours de cet âge d'or, les exilés de Célestis changent de statut. Ils ne sont plus seulement des réfugiés fuyant un dogme religieux. Par leur maîtrise totale de l'énergie, de la biologie et de l'espace, ils deviennent l'espèce dominante de la Voie lactée. Ceux qui se faisaient autrefois appeler Altéranes adoptent un nouveau nom dans leur langue, les Anquietas. Pour le reste de l'univers et pour l'éternité, ils seront désormais connus sous un seul titre, les Anciens. Durant des millions d'années, la Voie lactée connaît une ère de prospérité et de stabilité sous l'égide des Anciens. Mais au fait de leur puissance, ces bâtisseurs de mondes réalisent qu'ils ne sont pas les seules entités intellectuellement supérieures de l'univers. Entre 30 millions et 5 millions d'années avant notre ère, une coalition intergalactique d'une portée vertigineuse est scellée pour garantir la paix et l'échange philosophique. L'Alliance des 4 races. Cette hégémonie pacifique réunit les esprits les plus avancés de la création. Outre les Anciens, l'Alliance comprend les Nox, des êtres d'un pacifisme absolu vivant en symbiose totale avec la nature, capables de manipuler les flux d'énergie par la simple force de leurs esprits. Les Furlings, une civilisation énigmatique d'architectes d'utopie, ils ne laisseront quasiment aucune trace contemporaine. Et les Asgard,
un peuple de protecteurs bienveillants venus d'une autre galaxie, celle d'Ida. Ces 4 piliers du cosmos se réunissent sur une planète neutre, Héliopolis, où ils font graver leurs immenses connaissances dans une forteresse isolée. Pour surmonter la barrière de la langue, ils créent un système de communication universel pur, non pas basé sur des mots, mais sur la représentation atomique des éléments chimiques et des mathématiques fondamentales. C'est au cœur de ces tâches de diplomatie que se noue l'une des tragédies biologiques les plus fascinantes de l'histoire universelle. Une digression majeure s'impose concernant les Asgard. À cette époque lointaine, les Asgard sont de grands humanoïdes, physiologiquement très proches de ce que deviendra plus tard l'humanité. Mais leur soif inextinguible de connaissances se heurte à un seul ennemi que leur intellect ne peut vaincre, la mort naturelle. La durée de vie biologique leur paraît insuffisante pour appréhender les mystères de l'univers. Pour repousser les limites de la mortalité, les scientifiques de la galaxie d'Ida prennent une décision technologique radicale. Ils développent un système de transfert de conscience, permettant de télécharger l'esprit, l'intellect et la mémoire d'un individu dans un nouveau corps, artificiellement cultivé en laboratoire. Convaincus d'avoir triomphé de la nature, les Asgard abandonnent purement et simplement la reproduction sexuée et la méliose, figeant ainsi leur évolution naturelle. À court terme, les esprits Asgard deviennent virtuellement immortels, accumulant un savoir millénaire sans jamais se perdre. Mais à l'échelle géopolitique, le prix à payer s'avère effroyable. En supprimant le brassage génétique naturel, les Asgard se condamnent à dupliquer continuellement leur propre génome, telle la copie d'une copie répétée à l'infini. Leur ADN commence à accumuler des erreurs séquentielles. Leur corps s'atrophie, rapetisse et perd de leur complexité originelle. Ces choix funestes marquent le début d'une lente, silencieuse, mais inéluctable dégénérescence cellulaire. Alors même qu'ils siègent au sommet de l'alliance des 4 grandes races, en tant que gardiens technologiques de la galaxie, les Asgard viennent sans le savoir de programmer leur propre extinction. L'apogée de la civilisation des Anciens, forte de millions d'années de suprématie galactique, se heurte soudainement à un ennemi qu'aucune flotte et qu'aucun prodige technologique ne peut combattre. Une maladie d'une virulence inouïe s'abat sur la Voie lactée. Ce mal foudroyant ne semble pas d'origine naturelle. Ses caractéristiques biologiques et son ciblage génétique spécifique laissent supposer une sinistre vérité. Par-delà les abîmes intergalactiques, les Ori auraient finalement retrouvé la trace des exilés Alteranes et frappé leurs frères ennemis à l'aide d'une arme bactériologique absolue. Le fléau ravage les planètes colonisées les unes après les autres. La maîtrise biologique des anciens se révèle impuissante. Leur système immunitaire s'effondre et la mort s'étend sur l'ensemble de leur empire d'outre-espace. C'est au cœur de ce cataclysme qu'une fraction de leur peuple accomplit l'ultime bond évolutif. En poussant leur capacité cognitive à leur paroxysme, certains anciens découvrent un processus permettant d'échapper à la mort physique, l'ascension. En se délestant de leur enveloppe charnelle infectée, ils transmutent leur conscience en pure énergie. Ils quittent le plan matériel pour rejoindre une dimension supérieure de l'existence, s'affranchissant définitivement de l'entropie. Mais l'ascension exige un niveau d'illumination que la majorité de la population n'est pas en mesure d'atteindre. Acculés, les derniers survivants n'ayant pas subi cette ascension se replient sur leur monde d'origine, la Terre. Ils se rassemblent dans l'ultime bastion de leur grandeur passée, Atlantis. Posée sur le continent glaciaire de l'Antarctique, cette cité n'est pas qu'une merveille architecturale. C'est un vaisseau spatial colossal, alimenté par 3 générateurs d'une puissance incommensurable. Les extracteurs de potentiel du point zéro, E2PZ. Conscient que la Voie lactée est devenue un tombeau infecté, le Haut Conseil d'Atlantis prend la seule décision garantissant la survie de leur espèce. Ils décident de fuir, une nouvelle fois. Pour préserver l'intégrité de la cité,
la quarantaine est stricte. Ceux qui sont déjà porteurs de la maladie, à l'image de la scientifique Ayana, font le choix de rester sur Terre, s'enfermant dans des caissons de stase, au sein de l'avant-poste situé en Antarctique. Les survivants sains scellent la cité. Les moteurs subluminiques terrestres s'embrasent, brisant la glace et arrachant Atlantis à l'attraction de notre planète. Il y a précisément 3 millions d'années, la cité-vaisseau perce l'atmosphère et s'engage dans l'hyperespace, laissant derrière eux le réseau de portes des étoiles, le corps d'une de leurs compatriotes sacrifiée dans la glace, et la dépouille de leur ancien empire. Les anciens entament un nouvel exil désespéré en direction d'une galaxie vierge, la galaxie de Pégase. La Terre est abandonnée et la Voie lactée sombre dans le silence. Après un périple intergalactique interminable, la cité-vaisseau d'Atlantis achève sa course dans la galaxie de Pégase. Les survivants de la Voie lactée choisissent pour nouveau foyer une vaste planète océanique, qu'ils nomment Lantia. En se posant à la surface de cet astre aquatique, les anciens adoptent la nomenclature de leur nouveau monde. Ils seront désormais connus sous le nom de Lantiens. Croyant avoir définitivement échappé aux horreurs de leur passé, ils reprennent leur grand dessein originel, déployant un tout nouveau modèle de porte des étoiles. Ils tissent un réseau de transport à travers Pégase et recommencent le processus d'ensemencement. Ils dispersent la vie humaine sur d'innombrables planètes habitables, observant l'évolution avec l'assurance de démiurges incontestés. Mais cette confiance aveugle et leur propre suprématie va engendrer la plus grande erreur de leur histoire. Sur l'un des mondes obscurs qu'ils ont peuplés, l'écosystème abrite une forme de vie endémique redoutable, l'insecte Iratus. Ce parasite de grande taille possède une biologie singulière. Il se fixe au cou de ses proies pour se nourrir de leur force vitale et dispose de capacités de régénération cellulaire exponentielles. Ce qui aurait dû demeurer une simple chaîne alimentaire locale devient une effroyable aberration évolutive. Au fil de milliers d'années, en se nourrissant continuellement d'hôtes humains, l'insecte Iratus amorce une mutation catalysée par l'assimilation d'ADN. Une lente et macabre synthèse génétique s'opère. L'ADN humain s'amalgame à celui du parasite, forçant l'évolution vers une nouvelle espèce hybride. De cette fusion naît une race humanoïde bipède, douée de conscience, de la parole et d'un intellect scientifique fulgurant. De leurs ancêtres parasites, ils conservent une physiologie implacable, une espérance de vie quasi limitée, une force surhumaine, un redoutable réseau neural télépathique unifiant leur espèce, et surtout, l'incapacité de digérer de la nourriture ordinaire. Pour survivre, ils doivent vampiriser l'énergie vitale humaine. Les Wraiths sont nés. Tapis dans les confins de la galaxie de Pégase, ces néo-prédateurs se multiplient en silence, en détournant à leur profit le réseau de portes des étoiles. Ce maillage stellaire conçu par les Lantiens pour relier les civilisations devient l'instrument de prolifération des Wraiths. Ils développent une structure sociale en ruche, une culture impitoyable, une terrifiante technologie organique, calquée sur leur biologie. Ils commencent à moissonner secrètement les mondes humains environnants pour soutenir leur expansion. Pendant ce temps, isolés dans la splendeur de leur cité d'Atlantis et convaincus que l'univers entier se plie à leur génie, les Lantiens ignorent totalement la menace qui prolifère dans l'ombre. Par leur simple négligence, les architectes de la vie ont accidentellement créé leur propre fossoyeur. Pendant que les Lantiens scellent leur propre destin dans la galaxie de Pégase, la Voie lactée, abandonnée depuis des millions d'années, panse ses plaies. Le réseau des portes des étoiles sommeille dans des ruines de l'ancien empire. Mais l'évolution, affranchie de la tutelle scientifique des anciens, reprend ses droits sous des formes insidieuses. Sur une planète primitive, désignée plus tard sous le nom de code P3X888, un écosystème hostile s'est développé. Dans les eaux troubles et marécageuses de ce monde, prolifère une forme de vie d'apparence insignifiante. De minuscules parasites aquatiques,
semblables à des anguilles, dotés d'une intelligence rudimentaire mais d'un instinct de survie absolu. Ces prédateurs chassent en s'infiltrant dans le système nerveux d'organismes marins plus imposants. Leur destin bascule lorsqu'ils entrent en contact avec l'espèce dominante de la planète, les Unas. Ces puissants bipèdes primitifs, dotés d'une force colossale et d'une résilience physique hors du commun, s'abreuvent dans les marécages. Guidés par leur nature, les organismes aquatiques s'infiltrent dans le corps des Unas, pénétrant par la nuque. Le parasite s'enroule physiquement autour de la moelle épinière du tronc cérébral de son hôte. Il neutralise la conscience de la créature pour prendre le contrôle de ses fonctions motrices. La symbiose forcée est une effroyable réussite évolutive. L'intellect froid et calculateur du parasite s'allie à la force brute et aux capacités régénératrices inouïes du Unas. De plus, l'écosystème de P3X 888 est saturé d'un minerai aux propriétés énergétiques supraconductrices, le naquadah. Au fil de leur évolution, les parasites ont naturellement assimilé ce composé minéral dans leur propre flux sanguin. Ces créatures s'élèvent instantanément au sommet de la chaîne alimentaire. Mais le tournant de leur histoire survient lorsqu'ils découvrent, enfouis dans la végétation de leur monde, les vestiges de l'âge d'or. Un anneau de l'Astria Porta et son cadran de commande, laissé par les poseurs de portes des millions d'années auparavant. L'arme secrète de ces parasites réside dans leur biologie. Ils possèdent une mémoire génétique parfaite. Chaque nouveau-né hérite de l'intégralité du savoir de ses géniteurs. En accumulant les connaissances au fil des générations, ils finissent par comprendre le fonctionnement du réseau. Le naquadah présent dans leurs veines devient alors la clé. Il leur permet d'interagir instinctivement avec des dispositifs millénaires. En franchissant l'horizon des événements, le premier hôte Unas quitte P3X 888, ouvrant la voie à une expansion galactique. Contrairement aux anciens ou à Asgard, ces êtres ne sont ni des bâtisseurs ni des inventeurs. Ils sont incapables d'innovation technologique propre. Ce sont d'opportunistes charognards cosmiques. Ils pillent les ruines de l'Empire ancien, s'approprient des reliques abandonnées et les adaptent grossièrement pour asseoir leur domination par la terreur. De parasites aquatiques, ils deviennent les tyrans interstellaires. Ils se baptisent eux-mêmes les Goa'uld, ce qui dans leur langue signifie « les enfants des dieux ». Un titre usurpé pour une race qui a bâti toute sa civilisation sur le vol de la chair, le vol de la technologie, et bientôt, le vol de la liberté de la galaxie tout entière. Pendant des millénaires, la menace Wraith s'agrandit dans les angles morts de l'Empire Lantien. Lorsqu'ils finissent par émerger de l'obscurité, les prédateurs de Pégase frappent avec une violence inouïe. La guerre éclate, brutale et asymétrique. D'un côté, les Anciens, une civilisation au zénith de son évolution, maîtrisant une technologie quasi divine. De l'autre, les Wraiths, une force parasitaire animée par une faim inextinguible. Au commencement du conflit, la victoire lantienne semble inévitable. Les croiseurs de classe Aurore et les essaims de drones destructeurs pulvérisent les vaisseaux ruches organiques, avec une facilité déconcertante. Les Anciens gagnent presque toutes les batailles spatiales. Mais leur orgueil, une fois de plus, les aveugle. Croyant à leur invincibilité, ils envoient leurs vaisseaux de guerre toujours plus profondément en territoire ennemi. C'est là que se produit la fracture décisive. Lors d'engagements audacieux, les Wraiths parviennent à capturer plusieurs vaisseaux lantiens, mettant la main sur la source d'énergie ultime de leur créateur, les extracteurs de potentiel 2.0. Ce butin technologique bouleverse l'équilibre galactique. Les Wraiths utilisent l'énergie incommensurable des E2PZ non pas pour armer leurs vaisseaux, mais pour alimenter de gigantesques complexes de clonage. La guerre change alors de nature. Ce n'est plus un affrontement tactique, mais une guerre d'attrition. Pour chaque vaisseau ruche détruit par les Lantiens, une centaine de nouveaux croiseurs émergent du néant. Les Wraiths submergent les défenses lantiennes. Sous un déluge inépuisable de chair et de vaisseaux organiques, les avant-postes lantiens tombent les uns après les autres.
En l'espace d'un siècle, l'empire le plus puissant de la création est méthodiquement dévoré. La galaxie de Pégase est perdue. Les derniers survivants de la race des anciens se retranchent dans leur capitale, Atlantis. Le siège final commence. Pendant de longues années, le bouclier énergétique de la cité, alimenté par 3 EDPZ, résiste au bombardement orbital continu d'une armada race recouvrant l'horizon. Mais les Lantiens savent que le bouclier finira par céder. Refusant de voir leur joyau architectural détruit ou assimilé, le Haut Conseil, présidé par le chancelier Mauros, prend une décision drastique. Ils altèrent les ancrages gravitationnels de la cité et la laissent sombrer dans les abysses de l'océan. La masse d'eau offre une protection cinétique supplémentaire contre les tirs orbitaux, préservant la métropole sous son dôme d'énergie. En parallèle, ils laissent un enregistrement holographique expliquant leur chute, dans l'espoir qu'une génération future revienne un jour réveiller la cité. Atlantis sécurisée, l'évacuation finale est ordonnée. Pour empêcher les Rays d'atteindre leur monde d'origine, les anciens configurent la porte des étoiles avec un cristal de contrôle unique, bloquant toute connexion entrante depuis Pégase. Par l'horizon des événements, les ultimes représentants de la race des anciens fuient vers la Terre. Lorsqu'ils arrivent en 8000 avant Jésus-Christ, ils ne trouvent cependant aucun empire pour les accueillir. La Terre n'est peuplée que de tribus d'humains primitifs, de simples chasseurs-cueilleurs, démunis sans infrastructure et trop peu nombreux pour rebâtir leur civilisation. Ces Homo sapiens ne sont pas leurs descendants. Ils sont le produit biologique direct de l'onde émise par l'installation de Dakara, des millions d'années plus tôt. Les anciens se dispersent. Certains choisissent la voie de l'ascension spirituelle pour quitter le plan matériel. D'autres finissent leurs jours se mêlant aux populations indigènes, laissant derrière eux le mythe intemporel de l'Atlantide. Et s'unissant aux humains, ils transmettent silencieusement dans notre code génétique la clé indispensable de leur technologie perdue, le gène ATA. Tandis que les derniers anciens s'éteignent à petit feu sur la Terre, le monde d'origine de l'humanité attire l'attention de la nouvelle force dominante de la Voie lactée. Un Goa'uld suprême, nommé Ra, voyage à travers l'espace en quête d'un nouvel hôte pour prolonger son existence chancelante. Autour de 8000 avant Jésus-Christ, son vaisseau atterrit sur Terre, dans la région de l'actuelle Égypte. Ce qu'il y découvre dépasse toutes les espérances de sa race. Des millions d'humains primitifs. Jusqu'alors, les Goa'uld utilisaient principalement les Unas comme hôtes. Si ces créatures offraient une force colossale, elles possédaient une volonté féroce et une capacité de communication limitée. L'humain, en revanche, présente une physiologie inespérée. Le corps humain est doté d'une structure vocale extrêmement sophistiquée, de mains préhensibles précises, et surtout, d'une psychologie facile à terrifier et à soumettre. La fragilité physique de l'homme n'est plus un obstacle. Tel Shak, un autre Goa'uld, a en effet rétro-conçu un appareil de guérison ancien pour créer sa plus grande arme, le sarcophage. Ce caisson de stase régénératif répare les dommages cellulaires et prolonge indéfiniment la vie de l'hôte. Mais cette technologie est imparfaite. Ces radiations altèrent chimiquement le cerveau, annihilant toute forme d'empathie. C'est cette dégénérescence neurologique, couplée à une vie quasi éternelle, qui forgera la mégalomanie et la cruauté psychopathe caractéristiques des Goa'uld. S'imposant par la foudre technologique, Ra se proclame Dieu solaire, ignorant que la porte originelle des anciens gît sous les glaces de l'Antarctique. Il déploie sa propre porte des étoiles en Égypte. Il initie alors la plus grande déportation spatiale de l'histoire galactique. Les humains, dociles et apeurés, sont transportés massivement à travers le réseau pour travailler comme esclaves dans les mines de Naquadah. D'autres grands maîtres suivent son exemple, endossant les rôles de divinités de toutes les mythologies terrestres naissantes pour légitimer leur tyrannie. Cependant,
un obstacle biologique freine l'expansion de l'Empire. L'implantation directe d'un symbiote dans un corps humain se solde le plus souvent par un rejet immunitaire fatal. Pour pallier à cette incompatibilité, les Goa'uld orchestrent une monstruosité génétique sur la planète Dakara. Ils sélectionnent des humains et modifient en profondeur leur génome pour en faire des incubateurs vivants. Une poche marsupiale artificielle est creusée dans leur abdomen. La caste des Jaffa est née. Dès l'enfance, chaque Jaffa se voit implanter une larve Goa'uld. En se développant, le symbiote détruit et remplace totalement le système immunitaire de son porteur. Le Jaffa devient biologiquement dépendant de la larve, qui lui confère en retour une force décuplée, une capacité de régénération accélérée et une longévité dépassant la centaine d'années. D'une part, la larve mature en s'habituant à la physiologie humaine, garantissant qu'elle pourra à terme s'implanter sans aucun rejet dans son hôte définitif. D'autre part, les Goa'uld constituent une armée de guerriers fanatiques, biologiquement incapables de se rebeller sans se condamner à une mort certaine. L'humanité n'est alors plus seulement une main-d'œuvre corvéable, elle a été transformée et systématisée pour devenir à la fois l'arme militaire et le berceau biologique de ses propres bourreaux. Dans la Voie lactée, l'hégémonie Goa'uld semble totale. Cependant, après une rébellion humaine ayant chassé le grand maître Ra de la Terre aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, notre monde d'origine est laissé dans un isolement relatif. Cette vulnérabilité attire l'attention d'une autre faction millénaire, les Asgard. Membres de l'ancienne alliance des 4 grandes races aux côtés des anciens, les Asgard sont une civilisation technologiquement suprême, originaire de la galaxie d'Ida. Toutefois, des millénaires de reproduction par clonage ont irrémédiablement dégradé leur génome. Dépourvus de capacités reproductives naturelles et affaiblis physiologiquement, ils ressemblent désormais à de frêles humanoïdes à la peau grise, les fameux petits gris. Ils compensent cette fragilité par une maîtrise totale de la projection énergétique et de l'hyper-navigation. Refusant de voir les mondes humains retomber sous le joug parasitaire des Goa'uld, les Asgard décident d'intervenir sur plusieurs planètes primitives. Ils s'implantent également dans les régions d'Europe du Nord de la Terre. Mais conscients qu'une révélation de leur véritable nature technologique perturberait le développement sociétal humain, ils optent pour l'ingénierie culturelle. Par le biais de projecteurs holographiques massifs, ils se représentent sous les traits de divinités colossales, Thor, Freya ou Odin. Pour asseoir ce mythe, ils déploient des technologies de protection impitoyables comme le marteau de Thor, un obélisque capable de scanner l'ADN à l'approche des portes des étoiles et de purger cliniquement tout organisme porteur d'un symbiote Goa'uld. Ils instaurent également le traité des planètes protégées, sanctuarisant plusieurs mondes sous peine de représailles cataclysmiques de la flotte Asgard. Mais cette posture de gardien galactique va être tragiquement compromise par une erreur scientifique fatale. Explorant les ruines d'une planète isolée dans leur propre galaxie d'Ida, une équipe de scientifiques Asgard découvre d'étranges assemblages mécaniques. À l'origine, ces entités avaient été créées sous la forme de simples jouets par une androïde isolée nommée Reese, avant d'échapper à son contrôle et de dévorer sa civilisation. Fascinés par cette nanotechnologie modulaire, les Asgard ramènent ces jouets à bord de leur vaisseau pour les étudier. C'est l'étincelle qui embrase leur empire. Ces machines, baptisées réplicateurs, sont une peste technologique absolue. Leur unique directive de programmation est l'assimilation de matière et la reproduction. Constitués de blocs indépendants qui communiquent via un réseau neural subspatial, ils consument n'importe quel alliage pour se multiplier de façon exponentielle. L'erreur des Asgard est d'avoir confronté ces machines à leur propre perfectionnement. Les réplicateurs se nourrissent de coques d'alliage de trinium et de naquadah. Plus l'alliage consommé est sophistiqué, plus le réplicateur généré devient résistant. La tragédie des Asgard réside dans leur évolution même. Leur intellect est devenu si sophistiqué qu'ils souffrent d'un angle mort tactique. Les armes à énergie, conçues pour dissoudre la matière ou percer les boucliers, sont purement et simplement absorbées par les réplicateurs. Il suffirait d'une force cinétique primitive, des projectiles balistiques
pour briser la liaison magnétique des blocs. Mais l'esprit Asgard est devenu incapable de concevoir des armes aussi archaïques. Une guerre asymétrique et infernale éclate dans la galaxie d'Ida. Les Asgard se retrouvent paralysés par l'intelligence en essaim, aveugles de ces insectes mécaniques. Contraints de rapatrier l'intégralité de leurs forces militaires pour défendre leur monde d'origine, contre cette marée de métal, ils ne peuvent plus maintenir qu'un bluff diplomatique dans la Voie lactée. Leur empire vacille. Et dans ce vide stratégique, les Goa'uld ont de nouveau le champ libre. Tandis que la galaxie s'enlise dans ses guerres de territoire et que les Asgard perdent leur influence au profit des Goa'uld, une anomalie géopolitique subsiste. Comment la Terre, berceau de l'humanité et monde d'origine d'un vivier génétique inestimable, a-t-elle pu échapper à la reconquête des grands maîtres? Pour comprendre ce paradoxe, l'analyse chronologique exige un saut rétrospectif de plusieurs millénaires jusqu'au point de rupture de la planète bleue. Nous sommes en 2995 avant notre ère, sur Terre. Le règne de terreur du grand maître Ra repose sur une faille mathématique et psychologique. Les humains sont des millions, tandis que les gardes Jaffa ne constituent qu'une élite numériquement restreinte. Cette asymétrie finit par atteindre son point de rupture. Réalisant que leurs divinités peuvent saigner et mourir, les esclaves égyptiens se soulèvent. La fureur de la rébellion est telle que les armes à énergie dirigées des Jaffa ne suffisent plus à contenir la marée humaine. Calculateur, Ra analyse la situation. La Terre n'est plus qu'une ressource brute parmi d'autres. Il a déjà déporté suffisamment d'humains à travers la Voie lactée pour assurer la pérennité de son empire. Refusant de gaspiller ses forces dans une guerre d'usure, le dieu Soleil ordonne le repli de ses troupes et quitte l'orbite terrestre, à bord de son vaisseau mère. Pour s'assurer que le tyran ne revienne jamais, les survivants de la rébellion prennent une décision radicale. Ils s'emparent de l'Astria Porta, l'anneau de Naquadah laissé par les extraterrestres sur le plateau de Gizeh. Les Égyptiens scellent l'anneau sous une dalle de pierre gravée, puis l'enfuient sous des tonnes de sable. Cette simple action est d'une redoutable efficacité. En comblant l'espace interne de l'anneau, ils empêchent physiquement la formation de vortex et la création de l'horizon des événements. Toute connexion entrante vers la Terre devient mécaniquement impossible. À l'échelle galactique, les conséquences de cet enfouissement sont immenses. Privé de son point d'accès principal et masqué par le phénomène astrophysique de la dérive stellaire, qui décale peu à peu les coordonnées spatiales au fil des millénaires, la Terre disparaît des cartographies stellaires Goa'uld. Pour les grands maîtres et les millions d'esclaves disséminés dans l'espace, notre planète devient une légende, un mythe lointain, appelé la Taurie, le premier monde, ou le monde où l'humanité est née. Cet isolement cosmique est le véritable catalyseur de l'histoire humaine moderne, échappant à la tutelle parasitaire des Goa'uld qui s'efforcent d'étouffer le développement technologique de leurs sujets pour maintenir leur statut divin. L'humanité terrestre évolue en autarcie, sans ingérence extraterrestre. La méthode scientifique se formalise et la révolution industrielle métamorphose le globe. Les Tauris, laissés à eux-mêmes, développent une force de frappe cinétique, une ingénierie mécanique balistique et une pensée tactique radicalement différente des standards énergétiques du reste de la galaxie. L'amnésie galactique prend fin abruptement en 1928, sur le plateau de Gizeh. Une expédition archéologique dirigée par le professeur Paul Langford met au jour une gigantesque structure circulaire en métal sombre, frappée de 39 symboles inexplicables. À ses côtés repose la dalle de couverture portant un cartouche mystérieux. Fait notable, l'anneau est découvert sans son dispositif de commande, ce dernier ayant été exhumé par une autre expédition au début du siècle. Même incomplète et inerte, la découverte de l'anneau de Naquadah marque l'aube d'une ère nouvelle. Sans le savoir, l'humanité vient de déterrer la clé de son héritage stellaire, amorçant le compte à rebours vers la redécouverte d'un univers dont elle avait été exclue pendant près de 5000 ans.
Après 66 ans de recherche infructueuse sous l'égide de l'armée américaine, le programme classifié de la Porte des Étoiles, confiné dans une installation souterraine sous Cheyenne Mountain, se heurte à une impasse. Les supercalculateurs militaires échouent à déchiffrer les 39 symboles gravés sur l'anneau. La percée viendra finalement d'une révélation conceptuelle. En 1994, le programme recrute le docteur Daniel Jackson, un archéologue et linguiste de génie, mais profondément marginalisé par la communauté scientifique. Jackson est la risée de ses pairs, car il soutient publiquement une théorie. Les pyramides de Gizeh n'ont pas été construites par les pharaons et la 4e dynastie, mais sont infiniment plus anciennes et serviraient de plateforme d'atterrissage pour des vaisseaux d'origine non humaine. L'armée, en possession d'un artefact confirmant ces théories, lui donne accès aux données. Il démontre qu'il ne s'agit pas d'un alphabet archaïque, mais de représentations de constellations. Il théorise la mécanique de l'Astria Porta. L'activation requiert une triangulation spatiale. 6 symboles sont nécessaires pour déterminer une destination tridimensionnelle exacte dans l'espace. Et un 7e symbole fait office de point d'origine, pour calculer le vecteur de la trajectoire spatio-temporelle. Le code est cassé. L'horizon des événements se forme sur Terre pour la première fois depuis des millénaires. L'US Air Force déploie une équipe de reconnaissance tactique, dirigée par le colonel Jack O'Neill. Vers les coordonnées trouvées sur le cartouche de Gizeh, la planète désertique d'Abydos. Ce que les militaires considèrent comme une simple mission d'évaluation va provoquer une onde de choc à l'échelle galactique. Abydos n'est pas un monde mort. C'est un centre névralgique d'extraction de minerais de Naquadah, sous le contrôle direct du grand maître suprême Ra. La confrontation entre l'ingénierie balistique humaine et l'arsenal énergétique Goa'uld est immédiate. Découvrant que la Terre, le foyer originel des esclaves, a rouvert sa porte, Ra décide de traiter l'anomalie à la racine pour protéger son empire. Il confisque l'ogive thermonucléaire tactique apportée en secret par O'Neill, l'enrichit avec du minerai de Naquadah pour en multiplier le rendement destructeur par 100 et s'apprête à l'expédier vers la Terre via le vortex. C'est à cet instant précis que l'ingéniosité asymétrique des Tauri démontre son efficacité face à l'arrogance Goa'uld. Détournant l'usage du réseau d'anneaux de transport, une autre technologie de téléportation locale à courte portée, O'Neill et Jackson expédient l'ogive amorcée directement à bord du vaisseau mère de Ra, alors que celui-ci tente de se replier en orbite. L'explosion nucléaire pulvérise le vaisseau, désintégrant Ra instantanément. Cet acte de destruction transcende la simple victoire tactique. Sur le plan géopolitique, il engendre un bouleversement sans précédent. Ra n'était pas un simple Goa'uld. Il occupait le statut de grand maître suprême. Son autorité absolue et sa puissance militaire maintenaient un semblant d'équilibre au sein de cet empire féodal. Sa mort foudroyante pulvérise la hiérarchie en place, créant un vide de pouvoir abyssal. Immédiatement, une guerre de succession féroce éclate entre les grands maîtres, comme Apophis ou Baal, pour s'accaparer ses territoires, ses flottes et ses armées de Jaffa. Plus grave encore pour la stabilité de la galaxie, l'information se propage. Le mythe Tauri est brisé. La Terre n'est plus une légende enfouie sous les sables. Elle vient de faire un retour fracassant sur la scène stellaire. Aux yeux des Goa'uld, l'humanité terrienne s'affirme comme une puissance incontrôlable, technologiquement archaïque, mais militairement létale, amorçant une série de conflits qui redessinera l'univers connu. Après la destruction du vaisseau de Ra en 1994, l'armée américaine croit la menace écartée. Mais en 1997, la Porte des Étoiles s'active de l'extérieur. Un commando Jaffa, mené par le seigneur Apophis, pénètre dans le complexe de Cheyenne Mountain. Cette incursion valide une hypothèse terrifiante. Le réseau de portes ne se limite pas à un axe Terre-Abydos, mais compte des millions de coordonnées actives.
Face à cette menace, le gouvernement américain réorganise le projet spatial pour fonder le SGC, une base militaire secrète dont le fer de lance sera l'équipe d'élite SG-1. L'entrée de la Terre dans la géopolitique galactique bouleverse les paradigmes militaires. Les Goa'uld mènent des guerres de position féodales. Leur technologie militaire, symbolisée par la lance Jaffa, est conçue pour terroriser et soumettre, privilégiant l'impact visuel et thermique à la précision. La Tauri, en revanche, importe une doctrine de guerre moderne, la guerre asymétrique, équipée d'armes cinétiques à haute cadence de tir comme le P-90 et d'explosifs plastiques. Les équipes SG frappent les centres logistiques, minent les infrastructures de Naquadah et éliminent chirurgicalement les commandements ennemis avant de se replier par la porte. Consciente que l'ingénierie balistique ne suffira pas contre les flottes de vaisseaux mers attaques, la Terre déploie une diplomatie armée audacieuse, forgeant 3 alliances stratégiques majeures qui vont déconstruire l'Empire Goa'uld de l'intérieur. Tout d'abord avec les Asgard. Bien que technologiquement suprêmes, ils sont paralysés dans leur propre galaxie par les réplicateurs. Les armes énergétiques Asgard sont inefficaces contre ces machines qui absorbent l'énergie. SG-1 leur apporte une solution archaïque mais dévastatrice. Les armes à feu cinétiques, dont la force de pénétration brise mécaniquement les réplicateurs. En échange de cette aide tactique inespérée, les Asgard incluent officiellement la Terre dans le traité des planètes protégées, offrant au SGC un bouclier dissuasif vital pour développer ses opérations. Il y a également la Tok'ra. Le SGC découvre que les Goa'uld ne sont pas biologiquement monolithiques. Il existe une faction dissidente. La Tok'ra qui signifie littéralement contre-rat. Ces symbiotes refusent l'usurpation violente de corps, prônant une symbiose consensuelle avec leurs hôtes humains, où les deux consciences cohabitent et partagent le même savoir. Les Tok'ra opèrent comme un vaste réseau d'espionnage clandestin. En s'alliant à eux, la Terre obtient des renseignements précis sur les mouvements de flotte et fomente des guerres intestines entre les seigneurs. Leur troisième grande alliance est avec la rébellion Jaffa. L'axe le plus dévastateur de la stratégie Tauri est sociologique. Lors de la première mission de SG-1, Teal'c, primat d'Apophis, trahit son maître pour rejoindre la Terre. Teal'c devient le vecteur d'une dissonance cognitive mortelle pour les Goa'uld. Il démontre aux autres Jaffa que leurs maîtres ne sont pas des dieux, mais de simples parasites dotés d'une technologie avancée. Ce réveil idéologique déclenche des mutineries en chaîne, privant progressivement les seigneurs de leur force de frappe et de leurs incubateurs biologiques. Pris en étau entre les raids chirurgicaux humains, le renseignement Tok'ra et les défections Jaffa, les grands maîtres s'effondrent les uns après les autres. Apophis, Sokar, puis Chronos tombe. Mais ce vide de pouvoir réveille un cauchemar, le retour d'Anubis. Banni depuis des siècles pour sa cruauté extrême, même selon les standards Goa'uld. Anubis a réussi, par une ruse biologique et métaphysique, à s'élever partiellement sur le plan d'existence des anciens. Bien qu'il ait été rejeté vers le plan mortel, il a conservé la connaissance des technologies anciennes, doté de boucliers insensibles à l'arsenal Asgard et de guerriers artificiels ne dépendant plus des symbiotes. Anubis ramène l'humanité au bord de l'annihilation. Cette course contre la montre culmine en 2004, alors que la flotte colossale d'Anubis se place en orbite terrestre pour rayer la Tauri de la carte. L'équipe SG-1 localise l'ultime relique de la galaxie. L'avant-poste d'armement ancien, enfoui sous les glaces de l'Antarctique, à l'emplacement exact de la porte d'origine de la Terre. En s'interfaçant avec le fauteuil de contrôle neural de l'installation, le SGC libère une arme de destruction massive, une nuée de drones. Ces projectiles biomécaniques autonomes traversent les boucliers invulnérables d'Anubis et déchiquettent sa flotte en quelques secondes. Cet événement marque la fin de l'hégémonie militaire des Goa'uld, qui est définitivement brisée. La Terre n'est plus seulement une faction de guérilla. En s'appropriant l'arsenal terrifiant de ses créateurs, la Tauri s'impose comme la nouvelle puissance incontournable de la Voie lactée.
L'anéantissement de la flotte d'Anubis en Antarctique laisse la Voie lactée dans une situation d'instabilité inédite. Les grands maîtres, privés de leurs tyrans, s'entre-déchirent. La rébellion Jaffa, galvanisée, organise une vaste sédition. Mais cette paralysie diplomatique offre une fenêtre d'opportunité à une menace bien plus existentielle, capable d'exploiter la division galactique, les réplicateurs. Les réplicateurs ont considérablement évolué depuis leur création originelle, assimilant sans cesse des technologies supérieures. Ils ont franchi un cap évolutif majeur en développant des androïdes constitués de neutronium. Le commandement de leur armada est désormais centralisé par Ripley Carter, un clone synthétique de l'astrophysicienne Samantha Carter. Combinant la rationalité froide des machines et le génie tactique humain, ayant déserté la galaxie d'Ida pour masser l'intégralité de ses forces dans la Voie lactée, elle lance l'éradication simultanée de toute forme de résistance technologique. Les attaques Goa'uld sont abordées, assimilées et réassignées en quelques minutes. Les armes énergétiques sont nulles face à cette densité moléculaire, et la force de frappe cinétique des Tauri devient dérisoire face à l'adaptabilité du réseau neural subspatial des machines. Cherchant à éliminer la seule technologie capable de la détruire, Ripley Carter capture le Dr Daniel Jackson pour sonder son esprit. Jackson ayant brièvement expérimenté l'ascension, le stade évolutif immatériel des anciens, par le passé. Il conserve dans son subconscient des fragments de leur savoir absolu. Lors d'un affrontement cognitif d'une violence extrême, le réplicateur extrait l'emplacement de l'arme ultime des anciens, la planète Dakara. Dakara n'est pas seulement le berceau génétique de la nation Jaffa. Elle abrite une superstructure de terraformation. La logique physique du SGC est implacable. Si l'onde de Dakara peut dissocier la matière organique pour la réorganiser, elle peut être recalibrée pour briser spécifiquement les liaisons électromagnétiques unissant les blocs constitutifs des réplicateurs. S'engage alors une course contre la montre aux proportions galactiques. Sur Dakara, Carter et le Tok'ra Selmak s'interfacent avec le terminal ancien. Conscient que son empire est consumé vif, le seigneur Baal, Goa'uld pragmatique forcé de s'allier à ses ennemis, apporte un savoir-faire décisif. Il reprogramme le système de mise à jour du réseau de portes des étoiles, pour que toutes les portes de la galaxie s'ouvrent simultanément, permettant à l'onde de frapper partout à la fois. Toutefois, la flotte réplicateur, infiniment supérieure, arrive en orbite de Dakara. La superstructure est sur le point d'être vitrifiée. C'est à cet instant critique que le conflit bascule sur le plan de la guerre de l'information. Depuis le vaisseau amiral ennemi, Daniel Jackson parvient à utiliser le savoir des anciens enfoui dans son esprit pour s'introduire dans le réseau subspatial des réplicateurs. Il fige l'intégralité des machines de la galaxie pendant quelques secondes cruciales. Ce laps de temps suffit. Le dispositif de Dakara est activé. Il génère une onde de dissociation énergétique calibrée sur la fréquence exacte des réplicateurs. Propulsée à travers des millions de portes ouvertes simultanément, l'onde balaie la Voie lactée. Des vaisseaux mères entiers jusqu'aux plus petits insectes mécaniques. Tous les réplicateurs se désintègrent en une poussière inerte. Cet événement de Dakara sauve la galaxie d'une apocalypse mécanique. Mais sur le plan sociologique, il acte le tombeau définitif de l'Empire Goa'uld, démontrant que l'union technologique et intellectuelle peut triompher d'une force invincible sans recourir à la divinité. La rébellion Jaffa s'empare de Dakara. La structure géopolitique de la galaxie est remise à zéro, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la Tauri. La découverte de l'avant-poste de l'Antarctique en 2004 ne fournit pas seulement à la Terre une arme de destruction massive. Elle livre la clé de la plus grande énigme des anciens. En décryptant les bases de données quantiques, le Dr Daniel Jackson découvre que les créateurs du réseau des portes n'ont pas disparu de la Voie lactée. Ils ont migré. Il identifie les coordonnées nécessitant l'activation d'un 8e chevron. Ce 8e symbole agit comme un indicatif régional, calculant un vecteur non plus interstellaire mais intergalactique. Établir un tel vortex requiert une quantité d'énergie colossale, fournie par un E2PZ. La destination, la galaxie de Pégase.
Une expédition scientifique et militaire internationale franchit l'horizon des événements pour un voyage sans retour immédiat. À leur arrivée, ils découvrent le joyau technologique de la civilisation des anciens, Atlantis, reposant au fond d'un océan de la planète Lantia. À l'agonie et vidée de son énergie, la cité remonte à la surface par un protocole de sauvegarde automatisé, offrant à l'expédition une base d'opération inestimable. Mais l'exploration de Pégase révèle une anomalie terrifiante. Contrairement à la Voie lactée, il n'y a pas d'empire politique majeur, seulement des peuples humains maintenus dans un état de développement pré-industriel. La raison de cette stagnation est brutale. La galaxie entière est un vivier contrôlé. C'est là que la Taurie réveille l'espèce responsable de la fuite des anciens, les Wraiths. Comme vu précédemment, ils sont le résultat d'une évolution convergente accidentelle entre l'ADN lantien et l'insecte Iratus. Cette fusion a créé un prédateur apex humanoïde dont la physiologie draine l'énergie vitale au niveau cellulaire. Les Wraiths dorment en stase pendant des siècles à bord d'immenses vaisseaux ruches organiques, le temps que les populations humaines se multiplient. Puis ils se réveillent pour la sélection, moissonnant les mondes avant de se rendormir. Lors d'une mission de reconnaissance, l'équipe d'Atlantis élimine une Guardian Race. Sa mort déclenche un signal télépathique à l'échelle galactique, réveillant prématurément l'intégralité des ruches. Réveillés trop tôt, les Wraiths font face à une pénurie alimentaire drastique. Mais en interrogeant des prisonniers humains, ils découvrent l'existence de la Terre, un pâturage vierge abritant des milliards d'individus. La directive première de l'expédition, Atlantis bascule. Il ne s'agit plus d'explorer, mais d'empêcher l'Armada Race d'atteindre la Voie lactée. En infériorité numérique totale, la Taurie applique sa doctrine asymétrique à l'extrême, l'ingénierie balistique étant insuffisante face à la régénération cellulaire des Wraiths. Les scientifiques d'Atlantis déploient une arme d'une éthique glaciale, la guerre biologique. Ils développent un rétrovirus expérimental, conçu pour supprimer les séquences génétiques de l'insecte Iratus, visant à les retransformer en humains ordinaires par la force. Bien que les résultats soient instables et moralement contestés, cette approche souligne le pragmatisme absolu de la Terre face à l'extinction. L'escalade culmine en 2009. Une faction Wraith parvient à mettre la main sur plusieurs E2PZ et à les interfacer avec la biotechnologie de leur vaisseau. L'apport d'énergie du vide quantique altère la croissance de la coque organique, engendrant une super ruche capable de résister aux armes à plasma Asgard. Ayant obtenu les coordonnées spatiales exactes de la Voie lactée, la super ruche amorce son hyper-navigation vers la Terre. La riposte du commandement terrestre est foudroyante. La cité d'Atlantis n'est plus traitée comme un simple laboratoire, mais comme ce qu'elle fut jadis. Le plus grand cuirassé jamais conçu par les anciens, alimenté par des E2PZ récupérés, la cité décolle de son monde d'adoption. Pour intercepter la super ruche qui possède de l'avance, Atlantis pousse l'ingénierie quantique à son paroxysme en activant un moteur à vortex. Cette technologie vaporise la distance intergalactique en un instant. La confrontation finale a lieu en orbite de la Terre. Atlantis, bouclier à pleine puissance, engage un duel d'artillerie dantesque contre la super ruche. Simultanément, une équipe tactique Taurie infiltrée à bord du vaisseau ennemi parvient à déclencher une ogive nucléaire de l'intérieur, pulvérisant la menace organique. Privé d'énergie et attiré par la gravité terrestre, Atlantis pénètre dans l'atmosphère. Sous les ordres du commandement, la cité atterrit majestueusement dans l'océan Pacifique, au large de San Francisco, se dissimulant sous un champ d'occultation. Le cycle est bouclé. Des millions d'années après l'avoir quitté, la cité d'Atlantis est de retour sur Terre, devenue le bouclier technologique définitif d'une humanité désormais maîtresse de son propre destin galactique. Tandis que l'expédition Atlantis s'embourbait dans une guerre d'usure contre les Wraiths dans la galaxie de Pégase, la Voie lactée traversait simultanément sa propre crise existentielle. Il convient de reculer légèrement sur l'axe chronologique, en 2005, pour observer les conséquences désastreuses du vide géopolitique laissé par l'effondrement des Goa'uld. Des millions d'années après le grand schisme originel qui déchira la civilisation Alteran sur la planète Célestis, poussant les futurs anciens à s'exiler vers la Voie lactée, la guerre idéologique fondatrice de notre univers se rallume.
En utilisant un terminal de communication quantique ancien, la Terre brise accidentellement le voile d'isolationnisme de la Voie lactée. Les consciences du Dr Jackson et de Vala Maldoran sont projetées dans la galaxie natale des Alteranes, révélant la présence de milliards d'humains à leurs frères ennemis, les Ori. Les Ori ont également atteint l'ascension pendant toutes ces années. Mais là où les anciens ont érigé la non-ingérence et le libre arbitre en loi absolue, les Ori ont découvert une mécanique parasitaire effroyable. La prière d'êtres mortels canalise une énergie quantique qui nourrit directement les êtres élevés. La religion Ori, l'origine, n'est donc pas un simple système de croyances, mais un réseau d'alimentation. Pour eux, la Voie lactée représente un gisement d'énergie inexploité qu'il faut soumettre par la contrainte. Cependant, ils sont eux-mêmes contraints par les anciens de ne pas intervenir directement. Les Ori déploient une guerre par procuration. Leurs vecteurs sont les prêcheurs, des humains génétiquement modifiés dont l'activité cérébrale surdéveloppée octroie des capacités télékinésiques. L'invasion physique débute par un exploit cosmique, la construction d'une superporte. Activée par l'effondrement gravitationnel d'une micro-singularité, lors de la bataille de P3Y229, la flotte coalisée de la Terre, des Asgard, des Jaffa, est purement et simplement annihilée en quelques minutes par les croiseurs Ori. Face à cette puissance colossale, la doctrine Tori comprend qu'elle doit mener une frappe en 2 temps. Détruire les dieux sur le plan énergétique, puis désarmer leurs fidèles. La première phase est exécutée grâce au Sangréal, un dispositif d'interférence dimensionnelle dont la dissimulation sur Terre engendrera, par déformation linguistique et culturelle, le mythe arthurien du Saint Graal. Cette bombe à énergie fut conçue par l'ancien Moros, jadis haut conseiller de la cité d'Atlantis avant sa chute. Il choisit de renoncer à son ascension et de reprendre une forme biologique mortelle pour contrer la menace Ori. Œuvrant en secret, il traversa l'histoire humaine primitive sous l'identité du renégat Myrdin, passé à la postérité sous le nom de Merlin. Expédié à travers la superporte vers la galaxie Ori, le Sangréal annule la matrice énergétique des êtres élevés. Les Ori sont annihilés. Cependant, leur mort ne met pas fin à la guerre. Ignorant la disparition de leur dieu, l'armada des prêcheurs continue sa croisade implacable dans la Voie lactée, menée par Adria, l'Orichi. La solution finale sera apportée par une relique exhumée de l'époque du Grand Schisme, l'Arche de Vérité. L'Arche de Vérité n'est pas un artefact mystique. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est un dispositif de neuro-ingénierie radicale conçu par l'inventeur Alteran Amelius, juste avant l'exil de Célestis. Bien que l'objet physique soit resté confiné dans la galaxie d'origine des Alteranes, ses plans matériels et son concept préservé dans les archives des anciens venus sur Terre allaient traverser les millénaires pour inspirer le mythe biblique de l'Arche d'Alliance. L'appareil émet des fréquences lumineuses et sonores, ciblant les réseaux neuronaux associés à la croyance dogmatique pour briser instantanément un conditionnement mental. Jadis, les anciens avaient catégoriquement refusé de l'utiliser sur les Ori, jugeant que manipuler l'esprit humain, même pour implanter la vérité, était une violation inacceptable du libre arbitre. Les Tori, acculés à l'extinction, franchissent cette ligne éthique. SG1 active l'arche devant Doki, le chef des prêcheurs. Connecté au réseau subspatial liant tous les prêcheurs, l'onde de déprogrammation se propage instantanément. Dépouillés de leur endoctrinement, les prêcheurs cessent le combat immédiatement. La menace théologique est neutralisée par une invention chirurgicale sur la conscience collective. En guise d'épilogue à cette décennie de tumulte galactique, l'histoire règle un dernier compte par le passé. Alors que la menace Ori s'éteint,
le SGC, la nation Jaffa, procède à la traque de Baal, le dernier des seigneurs Goa'uld. Lors d'une cérémonie d'extraction supervisée par la Tok'ra, le symbionte originel est chirurgicalement retiré de son ultime hôte, cloné et exécuté. La mort du parasite Baal ne représente pas seulement la fin d'un criminel de guerre. Elle marque l'extinction clinique et définitive de l'hégémonie Goa'uld. Après des millénaires d'esclavage et une décennie de guerre, la galaxie appartient désormais à l'humanité. L'effondrement des Goa'uld et la neutralisation des Ori ont redessiné la carte géopolitique de la Voie lactée. Mais l'événement le plus déterminant pour l'avenir cosmique de la Tauri ne fut pas une victoire militaire, mais un transfert de technologie totale catalysé par une tragédie biologique. Pendant près de 100 millénaires, la civilisation Asgard avait dominé la galaxie d'Ida et protégé une partie de la Voie lactée grâce à une suprématie technologique écrasante. Cependant, leur quête d'immortalité qui les avait conduits dans une impasse évolutive leur ont fait subir la conséquence implacable de l'entropie biologique. L'absence de recombinaison génétique et la dégradation inéluctable de leurs télomères à chaque génération de clones ont engendré une sénescence systémique. Une tentative ultime de manipulation génétique visant à stopper cette dégénérescence se solde par un échec catastrophique, déclenchant une pathologie létale à l'échelle de l'espèce entière. Incapables de poursuivre leur existence physique et refusant la lente agonie, les Asgard prennent une décision irrévocable, l'extinction volontaire. Avant de disparaître, le Haut Conseil convoque le croiseur terrien Odyssée en orbite autour de la planète mère, Orilla. Dans un acte d'une portée historique sans précédent, il procède à l'installation d'une matrice Asgard, un noyau informatique intégré au système du BC-304 terrien. Cette matrice abrite l'intégralité de leur histoire, leur philosophie, leur base de données scientifiques. Les Asgard lèguent l'accumulation de 100 000 ans de savoir à l'humanité, adoubant officiellement la Terre comme la 5e race. Ce transfert est l'ultime acte de l'Alliance, pour s'assurer que leur technologie et leur corps affaibli ne tombent jamais entre les mains d'ennemis charognards. Les Asgard déclenchent une réaction en chaîne, au cœur de leur monde. Par un processus de destruction planétaire contrôlé, Orilla implose. L'onde de choc désintègre la civilisation Asgard dans un cataclysme énergétique, effaçant de l'univers les derniers vestiges matériels d'une espèce fondatrice. La destruction d'Orilla marque la fin définitive de la mythique Alliance des Quatre. L'univers bascule dans un nouveau paradigme. Doté de la matrice Asgard, des infrastructures de l'ancienne cité d'Atlantis et d'une flotte de croiseurs capables de voyages intergalactiques, la Terre n'est plus une jeune espèce luttant pour sa survie dans l'ombre de protecteurs bienveillants. La Tauri se dresse désormais seule, sans Dieu, sans mentor, et avec le fardeau technologique incommensurable des civilisations disparues. Elle assume de facto le rôle de puissance hégémonique et de sentinelle souveraine d'une galaxie enfin purgée de ses tyrans. L'ère de la simple défense planétaire s'achève. L'humanité est fin prête pour l'exploration des confins de l'univers. Alors que la Tauri consolide son hégémonie dans la Voie lactée grâce à la matrice Asgard, une ultime énigme archéologique, extraite des bases de données d'Atlantis, mobilise l'élite scientifique terrestre. Le mystère du 9e chevron. Si 7 chevrons définissent des coordonnées spatiales locales et qu'un 8e permet d'atteindre une galaxie voisine, la fonction d'un 9e chevron demeurait purement théorique. Il s'avère qu'il ne désigne pas une destination spatiale fixe, mais un code de routage quantique conçu pour se connecter à une cible en mouvement constant. Pour générer la puissance colossale requise par cette connexion, le SGC établit le projet Icar, sur une exoplanète dont le noyau est saturé de naquadria, un isotope hautement instable.
En 2009, la base est prise d'assaut par l'Alliance Luxienne, un cartel spatial ayant profité du vide géopolitique laissé par la chute des Goa'uld. Sous un bombardement orbital, et alors que le noyau planétaire entame un effondrement irréversible, l'équipe de chercheurs, menée par le docteur Nicolas Rush, parvient in extremis à composer l'adresse. Le personnel évacue, à l'aveugle, par la porte juste avant la désintégration de la planète. Il n'émerge ni sur Terre, ni sur une colonie alliée, mais à plusieurs milliards d'années-lumière de la Voie lactée, à bord d'un vaisseau automatisé utilisant le mode de propulsion supraluminique, antérieur à l'hyperespace, le Destiné. L'analyse des banques de données du navire révèle un pan oublié de l'évolution des Altéranes. Comme nous l'avons vu, des millions d'années auparavant, bien avant le concept d'ascension, les anciens avaient lancé leur plus ambitieux projet d'ingénierie cosmique. Ils expédirent une flotte de vaisseaux d'avant-garde automatisés, les poseurs de portes. Ces usines spatiales avaient pour directive de devancer le Destiné, de récolter des ressources minérales et de synthétiser des portes des étoiles, pour les déposer sur des mondes viables, tissant ainsi un réseau de transport à l'échelle intergalactique. Le Destiné fut lancé dans leur sillage pour suivre cette trajectoire balisée. Conçu pour une autonomie perpétuelle, il se ravitaille en puisant son énergie directement dans la couronne stellaire des étoiles qu'il traverse. Cependant, la véritable mission du vaisseau n'était pas la simple expansion territoriale. Le Dr Rush découvre que les Altéranes avaient détecté une anomalie dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile émis lors du Big Bang. La radiation abritait une structure complexe, un signal, manifestement artificiel, prouvant l'existence d'une intelligence ou d'un ordre sous-jacent avant la création de l'univers. Le Destiné était un instrument de recherche astrophysique et métaphysique, une quête pour remonter au code source de la réalité. À bord, la hiérarchie vole en éclats. Sans soutien possible du SGC, composé de civils impréparés et de militaires isolés, l'équipage plonge dans une lutte viscérale pour la survie. Les systèmes du vaisseau, rongés par des millions d'années d'usure, sont défaillants. L'air, l'eau, l'énergie deviennent des variables critiques, justifiant des mutineries ou des alliances de circonstances avec les prisonniers de l'Alliance Luxienne. La mission bascule tragiquement en 2011. Dans une lointaine galaxie, le Destiné devient la cible d'une nuée de vaisseaux drones exterminateurs. Les vestiges automatisés d'une antique guerre d'annihilation, qui bloque systématiquement l'accès aux étoiles nécessaires au rechargement du navire. Face à la destruction mathématiquement inévitable du vaisseau lors de la prochaine baisse de ses boucliers, l'équipage se résout à une manœuvre désespérée. Pour survivre, ils doivent contourner cette galaxie hostile, en traversant le vide intergalactique ininterrompu, qui les sépare de la suivante. Une trajectoire nécessitant 3 ans de voyage, durant lesquels les systèmes de survie primaires doivent être coupés. L'intégralité du personnel est placée dans des modules de stase cryogéniques, dont beaucoup sont endommagés. Le dernier civil conscient plonge dans le sommeil artificiel en 2011, laissant le Destiné poursuivre sa route dans le noir du vide extragalactique. Ce qui commença par la découverte d'un anneau de pierre enfoui dans les sables de Gizeh s'achève ainsi. Une poignée d'humains endormis, dérivant vers les confins de l'univers, pour tenter de comprendre pourquoi il a été créé. La genèse du programme Porte des Étoiles, et par extension, l'éveil cosmique de l'humanité, reposait sur une prémisse archéologique marginale, la théorie des anciens astronautes. L'hypothèse postulant que les panthéons mythologiques, l'édification de monuments mégalithiques et les textes sacrés de la Terre n'étaient que les échos déformés d'une intervention extraterrestre, s'est avéré être une réalité systémique, géopolitique et souvent terrifiante. L'univers de Stargate démontre que le cosmos n'a jamais été peuplé de divinités, mais de civilisations utilisant l'asymétrie technologique comme levier d'ingénierie socio-culturelle.
La notion même de divinité n'était qu'une arme de soumission massive. Les Goa'uld ont industrialisé le parasitisme biologique sous le masque des dieux de l'Antiquité. Les Asgard ont instrumentalisé le folklore nordique, comme un bouclier diplomatique dissuasif, pour sanctuariser les mondes primitifs. Les Altéran et les Ori, enfin, ont prouvé que les miracles cosmiques et la vie après la mort relevaient strictement de la mécanique quantique et de l'évolution interdimensionnelle inhérente à l'ascension. La théologie a toujours servi de technologie d'asservissement ou de contrôle des populations. En l'espace de 2 décennies, la Théorie a méthodiquement déconstruit ce panthéon artificiel. L'humanité n'a pas seulement survécu à ses créateurs, à ses tyrans et à ses protecteurs. Elle les a disséqués, supplantés, remplacés. En s'appropriant l'astrophysique des vortex, la génétique avancée et la manipulation neurocognitive, l'Homo sapiens a brisé un cycle de servitude cosmique vieux de plusieurs millénaires. L'équipage endormi à bord du Destiné incarne l'ultime ironie de cette macro-histoire et la conclusion logique de la théorie des anciens astronautes. Jadis, l'humanité primitive levait les yeux vers les étoiles en contemplant des vaisseaux géométriques, espérant y voir des dieux descendre sur Terre pour lui dicter le sens de l'existence. Aujourd'hui, ce sont des terriens qui dérivent dans le vide extragalactique, enfermés dans des stases cryogéniques semblables à des sarcophages, naviguant vers l'aube du temps, pour déchiffrer eux-mêmes le code source de la création. La boucle de l'évolution cosmique est bouclée. En s'affranchissant de ces faux dieux, la Théorie est elle-même devenue l'ancien astronaute d'un nouveau paradigme.